C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Epstein qui montre que le dossier n'est pas abandonné, loin de là, par la presse américaine et les élus, en pleine guerre en Iran aux grandes dames de Donald Trump. Pour la première fois, la lettre de suicide présumée, car elle n'a pas été authentifiée, de Jeffrey Epstein vient d'être publiée. La note aurait été découverte par un ancien codétenu du milliardaire prédateur américain et elle était restée sous scellé pendant des années. Sylvia, racontez-nous. Oui, effectivement, c'est un ancien codétenu de Jeffrey Epstein qu'il a retrouvé dans un roman graphique dans la cellule qu'il partageait avec lui. Elle est restée effectivement sous scellé pendant des années après le suicide de Jeffrey Epstein en 2019. Alors c'est une lettre, vous l'avez dit, qui n'a pas été authentifiée par le New York Times qui publie l'information, mais la justice a demandé à ce qu'elle soit publiée, une lettre qui aurait donc été écrite par le prédateur sexuel, quelques mots griffonnés sur une simple feuille. Qu'est-ce qu'on peut y lire? Eh bien, regardez, ils ont enquêté sur moi pendant des mois et ils n'ont rien trouvé. Il dit également, c'est un privilège de pouvoir choisir le moment de ses adieux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me mette à pleurer? Ce n'est pas drôle, ça n'en vaut pas la peine. Voilà ce qu'il écrit. Alors que je me mette à pleurer, burst out crying, le New York Times affirme que l'on retrouvait souvent cette expression dans ses emails. Et donc ce qui est assez curieux, Sylvia, c'est que cette lettre ne figurait pas dans les documents publiés par la justice américaine. Oui, effectivement, des millions de documents ont été publiés en fin d'année dernière par la justice américaine et en début d'année également, mais rien sur cette prétendue lettre de suicide. L'ancien codétenu d'Epstein a déclaré pour sa part l'avoir découverte en juillet 2019, soit plusieurs semaines avant sa mort. Epstein avait été retrouvé inconscient dans sa cellule, un vêtement enroulé autour du cou, mais il avait survécu. C'était donc en juillet, donc ça aurait été une première tentative de suicide avortée, et son décès est survenu plus tard en août, qualifié donc de suicide. Dans un podcast l'an dernier, le codétenu qui s'appelle Nicolas Tartalion a dit avoir remis cette lettre, cette note à un avocat qui l'a transmise au juge en charge de son dossier, et c'est à la demande du New York Times que le juge a accepté la publication de cette lettre. Les avocats de ce codétenu disent quant à eux avoir authentifié le document. Il refait en tout cas parler de l'affaire Marie-Aline, alors que le gouvernement, vous le savez, a été accusé de camoufler des documents, de caviarder des photos et des textes. Victimes, élus de l'opposition, mais aussi Baz Maga pensent que tous les documents n'ont pas encore été publiés. Merci Sylvia pour ces toutes dernières informations. Nous a rejoint Cynthia Eliouz. Bonjour Cynthia, journaliste spécialisée de l'affaire Epstein, fondatrice du média franco-américain The Women's Voices. Grégory Phillips, rédacteur en chef international sur LCI, est avec nous, et Marc Semo, collaborateur au Monde et à Challenge. Cynthia, on a vraiment le sentiment dans cette affaire que l'enquête est bâclée. Comment se fait-il qu'on se retrouve avec une mystérieuse lettre qui aurait été prise par son codétenu, qu'il aurait gardé, transmis à ses avocats et que la justice n'avait pas entre ses mains? Il faut être très clair, on sait, il n'y a pas encore la moitié des documents qui ont été révélés. Il y a encore des dizaines, des milliers de documents qui ne sont pas publics. Donc on va avoir les mois qui viennent, à l'approche évidemment dès les élections américaines, des nouveaux documents qui vont être publiés. Encore hier, il y a eu le ministre du Commerce qui a été entendu, donc un républicain face à des démocrates qui ont dit que c'était un menteur pathologique puisque il est mis en cause dans un certain nombre d'échanges et on le voit, c'est encore chaque jour qu'il y a des révélations aux États-Unis, des gens qui tombent parce qu'ils sont dans les fameux files avec par exemple le président d'une université new-yorkaise, la Bard College, c'est-à-dire une université orientée autour de la culture. Et ce qu'on peut aussi regarder dans cette lettre, parce que pour l'instant, en effet, on ne sait pas si elle est authentique. Mais si elle est authentique, il y a marqué « ils n'ont rien trouvé ». Qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend évidemment que Jeffrey Epstein se dédouane de toute culpabilité en affirmant qu'il n'y est pour rien. Et je veux quand même rappeler, parce que dans ce dossier, on patine quand même, parce qu'il n'y a pas de coupable derrière les barreaux.
que ce qui avait été mis en place par Jeffrey Epstein, c'est un système absolument terrible de contrôle coercitif sur des mineurs, mais aussi sur des majeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je vous recommande d'aller lire l'excellent ouvrage qui est sorti hier de docteur Andrea Gruif-Vuntila sur le contrôle coercitif, qui explique comment un homme, dans le cadre par exemple de violences conjugales, va couper une victime de sa famille, va l'isoler complètement de sa famille, mais aussi de ses amis, lui couper les vivres, etc. Et là, c'est ça qui se passait. Parce que souvenez-vous, il y a le témoignage, par exemple, de jeunes femmes sur l'île qui disaient qu'elles avaient essayé de se sauver de l'île, mais qu'on les avait rattrapées. Ouais. Donc il ne faut pas oublier quand même que ces victimes, elles parlent de plus en plus, elles témoignent. On a vu qu'il y a aussi des victimes potentielles françaises qui témoignent, mais il n'y a toujours personne derrière les barreaux. Et pour l'instant, en effet, la justice patine. Pam Bondi, la ministre de la Justice, a été remerciée par Donald Trump il y a moins d'un mois, notamment aussi pour sa gestion de ce dossier. Marc. Oui, alors cette lettre, on est le suicide ou le présumé suicide de Jeffrey Epstein est le cœur de toutes les théories complotistes autour de l'affaire. Parce que ça a été, de ce point de vue, quasiment le déclic. C'est-à-dire, il se tue avec une barre qui était plus basse que lui. Il se pend à une barre, je crois qu'il faisait mesurer 1m65 de hauteur, alors que lui, était un peu plus grand. Les caméras de surveillance sont coupées, et tout s'est toujours concentré autour de ça. C'est-à-dire, il s'est peut-être suicidé. Alors si cette lettre est authentique, ça donne un nouveau signal, un nouveau signe qu'effectivement, je suis un innocent, j'arriverai jamais à me dépatrouiller de ça, je me tue. Mais on retrouve ça, c'est-à-dire qui a eu intérêt à éliminer Jeffrey Epstein. Et c'est ce qui a nourri depuis absolument toutes les théories de la sphère Baga, de tous les délires autour de Jeffrey Epstein, parce que avec cette conviction, il a été éliminé pour qu'il ne parle pas et pour qu'il ne mette pas en cause les politiques. Pour une fois, à la décharge de ceux qui s'interrogent, il y avait quand même les gardes qui ont fait une pause alors qu'ils étaient censés surveiller devant la cellule. Il y a une bande de caméras qui mystérieusement a disparu. Il y a quand même beaucoup d'éléments troublants dans cette affaire. Extrêmement troublant. Et c'est pour ça que cette lettre, elle revient à ce moment fondateur de toute l'affaire. Partons aux États-Unis, retrouver Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche pour TF1 LCI en direct de Washington. Sonia, on voit que ce nouvel élément, il remet une pièce dans cette affaire dont Donald Trump aimerait se débarrasser. Oui, et ce document qui n'a pas encore été identifié comme provenant de Jeffrey Epstein intervient au moment où il y a toujours beaucoup de théories du complot selon lesquelles le criminel sexuel aurait été assassiné. Et en effet, ça ravive les mystères qu'il y a toujours autour de l'affaire Epstein et les accusations portées à l'encontre du président américain. Vous savez que l'administration Trump a été très critiquée pour avoir publié des documents liés à cette affaire de façon tardive et au compte-gouttes. Elle a été aussi critiquée pour le caviardage de certains documents. Et donc c'est vrai que depuis le début de la guerre en Iran, on parlait très peu ici aux États-Unis de l'affaire Epstein. Et avec cette note qui a été publiée, eh bien, ce sujet est revenu à la une de nombreux médias. Merci beaucoup Sonia Dridi, correspondante pour TF1 LCI à la Maison-Blanche en direct de Washington. C'est vrai Grégory Phillips que cette affaire de la lettre mystérieuse, c'est la une du Washington Post, c'est la une du New York Times, c'est la une de la plupart des titres américains qui montrent l'intérêt pour cette affaire. Oui, j'étais correspondant à Washington en août 2019 quand Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à New York, et ça avait été d'abord un choc, une surprise, et quasiment dans la minute, des questions s'étaient posées sur les conditions de sa mort, avec tout ce que Marc vient de rappeler, alimentant les théories les plus folles, les plus complotistes, etc. Et là, si cette lettre, si ce courrier est authentifié, c'est une lettre visiblement annonçant son suicide. Donc c'est un bout très important du dossier qu'on découvre et qui demande à être totalement authentifié, et on peut s'étonner évidemment que ce document n'ait pas été publié plus tôt. Je voudrais juste préciser une chose que l'on découvre dans la presse américaine, c'est donc l'histoire du codétenu dont vous parliez. Et pourquoi est-ce qu'il a transmis cette lettre à la justice? Parce que quelques semaines avant la mort d'Epstein, il y aurait eu une bagarre entre
entre les deux hommes, et il s'est cru à un moment soupçonné de la mort de Epstein. Donc avec cette lettre, il n'était pas dans la cellule quand Jeffrey Epstein. Non, mais quelques semaines auparavant, il y a eu un incident entre les deux hommes. Epstein a été retrouvé, je crois, avec des traces autour du cou, etc. Et donc le co-détenu en question, en donnant cette lettre à la justice, dit regardez, il avait l'intention de se suicider. Mais en tout cas, ça remet effectivement, comme vient de le dire Sonia, cette affaire Epstein au cœur de l'attention médiatique, en tout cas outre-Atlantique. Et c'est pas une bonne nouvelle pour Trump, parce qu'on a vu les remous très importants que ça a créé à la fois dans son administration, à la fois dans sa base la plus radicale. Souvenez-vous que cette représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, qui a fini par claquer la porte du Congrès, l'a fait pour deux raisons. D'abord, la publication caviardée des dossiers Epstein, alors qu'elle réclamait la publication de tout le dossier, et puis la guerre en Iran. Vous voyez que les deux sujets se rejoignent. On sait que depuis les premières révélations et depuis plusieurs mois, non seulement les témoignages se succèdent, mais la parole se libère. Je voudrais qu'on écoute le témoignage d'une victime de Jeffrey Epstein qui a été recueilli par nos confrères de TF1 LCI, un témoignage exclusif. Écoutons. Il m'a dit que pour le projet sur lequel il travaillait, il collectait des vidéos et qu'il allait faire une scène d'amour avec moi pour le casting, que j'avais besoin de leur montrer comment j'étais sensuelle. Il a commencé à me faire mal quand il m'a jetée sur le sol. Il voulait être sur moi, il mettait ses mains sous mes vêtements, alors je lui ai dit non, que je n'étais pas intéressée. Il a essayé de me convaincre qu'ils avaient besoin de plus pour le rôle. Et cette jeune fille, très très jeune à l'époque, a finalement réussi à s'enfuir. On voit, Cynthia Illouz, qu'on est dans le procédé habituel du prédateur. Oui, absolument, parce qu'en fait, vous avez vu, à chaque fois, il tend un piège à ses victimes. C'est-à-dire qu'au départ, il est question de venir faire un massage, là, d'être en collaboration avec lui pour une scène quelconque. Et à chaque fois, c'est finalement l'étau qui se resserre. Alors, des victimes qui sont jeunes, qui vont pas réussir à réagir, qui vont être en état de sidération. Et petit à petit, il pousse le vice de plus en plus loin. Et pour certaines, elles se retrouvent complètement enfermées. Pour celles qui arrivent à résister, il essaye ensuite de les pousser à aller trouver d'autres jeunes victimes, et à chaque fois c'est le même système qui est mis en place. C'est vraiment cette idée de coercition, d'emprise, et puis d'isoler les victimes, de dire de ne pas raconter, parfois même de les menacer, de menacer leurs parents, de menacer de révéler certaines choses. Vous vous souvenez aussi de ces fameuses vidéos qui étaient à peu près dans tous les appartements. Donc voilà, c'est un système qui se renferme autour de ces jeunes femmes qui parfois n'arrivent pas à se sortir de ces situations qui sont extrêmes et qui me font penser à beaucoup d'autres situations criminelles où on voit nombre de victimes qui se retrouvent comme ça enfermées, qu'elles soient, je le redis, mineures ou majeures, parce que de temps en temps on me dit si elles étaient majeures, elles auraient pu partir. Psychologiquement, oui, c'est l'emprise. Pas forcément, voilà. Et tout cela est extrêmement bien décrit dans les documents qui ont été publiés. Il y a beaucoup, effectivement, de victimes qui témoignent, notamment une babysitter, une jeune femme qui avait été appelée pour garder les soi-disant enfants de Jeffrey Epstein, et puis elle s'est effectivement retrouvée elle-même piégée. Tout cela est vraiment extrêmement bien décrit dans ces documents qui sont parfois extrêmement durs à lire. Et cette fameuse babysitter, c'est une partie de son témoignage qui manque aussi dans les documents et qui a fait relancer aussi toutes les théories du complot sur cette fameuse affaire Jeffrey Epstein. La seule qui est en prison derrière les barreaux et qui est un élément, un personnage clé de cette affaire, c'est Ghislaine Maxwell, qui pour l'instant ne parle pas, qui a proposé un deal à Donald Trump. Tout ça reste en suspens. Tout ça reste en suspens. Et en fait, ce qui est assez incroyable dans cette affaire, c'est que d'un côté, les républicains et de l'autre, les démocrates sont persuadés que c'est l'autre camp qui est coupable, que c'est l'autre camp qui en fait cache des informations, et que finalement, dès que ça va être révélé, ça va faire tomber le camp adverse. Ça fait des années que les uns et les autres pensent à ça, et petit à petit, on va avoir encore de nouveaux documents, mais enfin, on est loin d'avoir une résolution complète dans l'affaire, en effet, sauf si Ghislaine Maxwell se mettait à parler.